18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec ces déclarations du président Macron cet après-midi. Il était aux côtés du président égyptien Al-Sisi. Un avion et un navire français, l'avion et le navire français qui s'appelle Tonnerre, seront envoyés en soutien à la population de Gaza. Le président égyptien a lui appelé à éviter une invasion terrestre de l'enclave palestinienne. En France, après 7 semaines d'audience, le verdict est attendu d'une minute à l'autre au procès de Redouane Faïd. Il est jugé depuis début septembre pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. 22 ans de réclusion criminelle ont été requis. Le chômage repart à la hausse au troisième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,6%. Cela fait 17 400 chômeurs de plus. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, au total, la France compte plus de 3 millions de personnes sans activité. Il est 18h01 Vous nous rejoignez sur le plateau de Punchline. Bienvenue à vous tous. Nous sommes avec Julien Drey, qui est là, ancien député. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci à vous de m'avoir invité. Le général Dominique Trinquant est là. Bonsoir. Merci beaucoup. Ancien chef de mission militaire française auprès de l'ONU. Vous publiez un livre passionnant, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux, aux éditions Robert Laffont. Ô combien d'actualités, on va l'évoquer avec vous. On a le plaisir aussi d'avoir Jonathan Arfi, président du CRIF, avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Arfi. Et Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurent. On va évidemment s'intéresser à ce qu'a dit le président Macron. C'est l'actualité du jour. Il est au Caire, il va décoller dans quelques instants. On va sans doute l'entendre prendre la parole après cette rencontre très importante avec le président égyptien. Plusieurs annonces dans ce que dit le président français. D'abord la solution à 2 États. Il estime que c'est une solution pérenne et qu'elle n'est pas caduque. Il reprend en cela les mots de Yasser Arafat qui lui avait dit c'est caduque, c'était en 1989 à Paris. Et là il parlait de la charte palestinienne qui prévoyait la destruction d'Israël. Il a aussi appuyé sur le fait qu'il fallait tout faire pour libérer les otages. On va l'évoquer longuement. 200 otages qui sont retenus par le Hamas. Et puis il a annoncé l'envoi de ces bâtiments militaires, ce bâtiment de guerre, le Tonnerre. Général Trinquant, je me tourne tout de suite vers vous. C'est un bateau hôpital ou c'est un bateau militaire, ce bâtiment-là ? Ah non, c'est un bateau militaire. Ce sont les fameux qu'on appelait TCD, porte-hélicoptères. C'est ces gros bateaux dont 2 ont été vendus d'ailleurs à l'Égypte après qu'on ait annulé la vente à la Russie. Dieu soit loué. Sinon, ils seraient actuellement au large de la Crimée, probablement. Et donc, ce sont des bateaux avec une grande capacité qui peuvent emporter beaucoup de monde et être transformés en hôpital. Donc, ils ont des grands hangars qu'on peut transformer en hôpital. C'est pour ça que je crois qu'il appareille dans 48 heures pour de Toulon, se rendre voilà, au large de la côte méditerranéenne et pouvoir accueillir avec des médecins et avec des infrastructures médicales les gens qui seraient blessés. Ça n'a qu'une vocation humanitaire d'envoyer un tel bâtiment militaire au large des côtes et de Gaza et d'Israël, ou est-ce que la France veut être présente d'une façon ou d'une autre sur ce théâtre-là ? Non, mais alors d'abord, il faut se souvenir que les armées interviennent souvent dans des actions humanitaires, avec des avions qui transportent des médicaments, avec des médecins qui interviennent, et là avec un bateau, et les deux, puisqu'il y aura un bateau, et il y aura un avion qui apportera des équipements en Égypte. Je viendrai, cette annonce du président Macron, il assiste à la fois sur la solution à 2 États, il continue à soutenir évidemment Israël, et là, l'envoi de ce navire militaire. Tout ce qui peut aider à sauver des vies, on regarde ce qui est en train de se passer, est utile, mais la France n'est pas là simplement pour sauver des vies. La France, et je vais me permettre de le dire, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, j'étais moi-même très sceptique, mais je trouve que finalement, globalement, le président Macron s'en est pas si mal sorti que ça. Voilà. Alors, je suis quand même en général pas tendre. Oui, vous n'êtes pas tendre avec lui. On peut tous en témoigner ici. Voilà. Mais je trouve que, et j'ai trouvé notamment que l'échange avec l'autorité palestinienne, avec M. Abbas, qui n'était pas facile, parce qu'il a bien vu que le piège était tendu et qu'il a été solide. Voilà. Alors après, je connais le jeu politique, mais dans ce moment-là, je pense que le jeu politique doit s'effacer. Quand on aime son pays, quand on aime la paix, quand on est pour justement respecter un certain nombre de principes, il y a un moment donné où il faut savoir dépasser. On en est loin dans certains cas dans notre pays. C'est clair que pour certains, on pense c'est autre chose. À la France insoumise. Rachel Kahn. Oui, puis le président, moi je suis d'accord avec Julien Drey, et puis le président renoue avec la tradition française du droit humanitaire. C'est-à-dire que là, on a un symbole extrêmement fort de cet avion militaire
pour sauver des vies, mais cette présence-là, c'est la France humaniste, universaliste, c'est la France aussi qui a inventé le droit d'ingérence humanitaire, donc je trouve que c'est symboliquement extrêmement fort. Et après, sur la question, c'est la question de ces échanges qu'il a pu avoir au Proche-Orient, je trouve que c'était une ligne de crête et finalement, il n'est pas tombé dans le travers, justement, de dire aux uns ce qu'il voulait entendre et aux autres ce qu'il voulait entendre. Il est resté très précisément sur le droit international et aussi le droit d'Israël de se défendre. Évidemment. Alors, Jonathan Arfi, président du CRIF. Oui, la force de cette visite, c'est qu'elle réussit à démontrer qu'on peut s'occuper d'humanitaire pour les populations civiles palestiniennes, tout en défendant le droit d'Israël à riposter et à se défendre, évidemment. C'est, je crois, fondamental, parce que c'est d'abord fidèle à la tradition de la France, fidèle aux valeurs françaises, l'attachement à la démocratie. Donc, évidemment que la France se range du côté des démocraties, et c'est important de le dire, et c'est ce que le président de la République a dit et redit à plusieurs reprises lors de son voyage. Et en même temps, ça n'empêche pas l'action vis-à-vis des populations civiles, qu'il faut aider parce que, au fond, le Hamas les prend en otage et on a besoin de les libérer du Hamas. C'est leur rendre service que de faire tomber demain le Hamas aussi. Général Dominique Trinquant, dans votre livre, Ce qui nous attend, vous dites voilà, que un conflit sur la planète peut avoir des répercussions absolument partout. Là, celui-là, il a déjà des répercussions massives, et dans cette région et en France, évidemment. Oui, tout à fait. Je reprends une expression qui a été employée par le président Biden il y a quelques jours, où il a dit aux Israéliens « Ne commettez pas les erreurs que nous avons commises en 2001 ». Et en 2001, que s'est-il passé? Les États-Unis, tout le monde était autour des États-Unis qui venaient de subir cette épreuve avec la chute du World Trade Center. Et en 2003, eh bien, d'abord, ils sont engagés de façon un peu hasardeuse en Afghanistan, non pas initialement, puisqu'initialement c'était Oussama Ben Laden, mais après ça, c'était la démocratie, les femmes sans voile, enfin on changeait tout le temps d'objectif, ça ne pouvait pas marcher. Et puis surtout en 2003, où ils sont allés attaquer en Irak, et ça a été une catastrophe. Et donc là, l'avertissement est le même, c'est-à-dire, oui, tout le monde est avec vous, enfin on peut en discuter, mais tout le monde soutient le fait que ce qu'a fait le Hamas est absolument scandaleux. Et donc, derrière l'épreuve que traverse Israël aujourd'hui, mais attention à ce que vous faites, parce que ça peut avoir un effet papillon, justement un effet autour, non seulement autour d'Israël avec le Hezbollah, le plateau du Golan et la Cisjordanie, mais bien plus loin, on le voit aujourd'hui, en particulier par la réaction de la rue arabe, en particulier. Est-ce que c'est pour ça, selon vous, que l'opération terrestre qui devait amener les soldats israéliens dans la bande de Gaza n'a toujours pas commencé, général ? Alors moi, je crois qu'il y a trois raisons. La première raison, c'est le machiavélisme du Hamas. Il commence par libérer 2 otages femmes américaines. Ce n'est pas par hasard. Évidemment, les Américains demandent à ce qu'on n'intervienne pas puisqu'on est en train de libérer des otages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, les États-Unis, qui ont quand même mis le paquet, si j'ose dire, de groupes aéronavals au large, donc ils prennent la main politiquement un petit peu et ils disent « Attendez, parce que regardez ce qui se passe ailleurs ». Et il ne faut pas que cet effet papillon soit catastrophique. La troisième raison, c'est tout simplement une raison militaire. C'est que quand vous menez une opération, vous la menez en fonction de l'ennemi que vous avez en face de vous. Et là, l'opération n'était pas prévue. Et donc Israël, au fur et à mesure, évalue quel type d'opération elle pourra faire, d'après les informations qu'elle a, satellitaires, électromagnétiques, mais aussi les commandos qui sont infiltrés. Et peut-être qu'elle est en train de réaliser que finalement, le grand déboulé de chars que tout le monde prédisait il y a quelques jours, ce n'est pas la solution, et que c'est une autre solution qu'il faut avoir, avec des frappes précises, avec des commandos infiltrés, et peut-être des raids. Et donc, je crois que c'est la troisième raison, c'est l'adaptation de la tactique à la réalité du terrain. Les frappes précises, on sait tous qu'elles ne peuvent pas être précises au millimètre près, et qu'elles font forcément des dommages dans les populations civiles palestiniennes. Bien sûr, mais je voudrais rappeler qu'il y a bien sûr des otages israéliens qui ont été amenés à Gaza, mais il y a les Gazaouis qui sont otages du Hamas. Je rappelle que Tsahal avait demandé que tout le monde parte en dessous du Wadi Gaza et que, on l'a vu, le Hamas a tenu en otage, a mis des barrages, a empêché les gens de partir. Donc, c'est la tactique du Hamas d'utiliser les populations civiles. Du bouclier humain. Julien Drey, vous vouliez intervenir? Moi, je pense que les Israéliens savaient très bien ce qu'ils faisaient, si vous me permettez. En faisant quoi? En déployant les chars autour de Gaza, parce que c'était un signal
mais ils n'avaient pas du tout l'intention de rentrer. Ils savaient très bien que le piège, c'était de rentrer, que les autres les attendaient avec les tunnels, avec les soldats suicides. Les kamikazes. Kamikazes, excusez-moi, je cherchais le terme, etc. Et là, je pense qu'ils n'y rentreront que tardivement, militairement parlant, sur le terrain. Là, ils sont en train de faire une opération qui est simple, il faut être honnête. Ils ont dit à tout Gaza Nord, partez. D'ailleurs, une grande partie de la population est partie quand même. C'est quand même près de 700 000 Gazaouis qui ont quitté Gaza Nord, malgré le Hamas. Et ils sont en train de raser un certain nombre de bases, d'objectifs stratégiques, etc., de manière très précise. Et tous les soirs, les forces spéciales israéliennes interviennent. Et tous les soirs, à partir des informations, ils ferment un certain nombre de tunnels. Et ils éliminent un certain nombre de personnes qu'ils ont repérées, qu'ils ont ciblées, etc. C'est-à-dire, on n'est pas dans n'importe quoi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à critiquer sur ce qui s'est passé avant le 7 octobre, mais l'armée israélienne, elle avait aussi réfléchi à ces questions-là depuis déjà un certain temps. Et elle savait que la question de Gaza était un piège pour elle. Voilà. Et d'ailleurs, pour ça qu'ils s'en sont retirés, etc. Mais je voudrais faire juste, si vous me permettez, une remarque. Les tunnels que vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'ils ont construit. Ils circulent en moto dans les tunnels. C'est-à-dire, c'est des dizaines... On appelle ça le métro, d'ailleurs, de Gaza. Mais vous avez des images, vous les voyez circuler en moto. C'est des tunnels extrêmement construits. Ça veut dire que c'est des millions de dollars qui ont été mis là-dedans. Qui ont été mis là. Plutôt dans l'aide humanitaire. Voilà. C'est-à-dire, quand on nous donne tout cet argent-là, il avait été mis pour développer Gaza, c'est-à-dire pour construire des écoles, construire des hôpitaux. Peut-être, on me dit, c'est un camp de rétention, etc. Mais s'ils en avaient fait, vous savez, Gaza, c'est une ville qui aurait pu se développer énormément. Il y avait un accès à la mer formidable. Quand il y a eu les accords d'Oslo, tout le monde disait, Gaza va devenir la capitale de la Méditerranée, vu la situation dans laquelle elle était. Mais tout l'argent international, et Dieu, c'est certainement une des régions du monde qui a reçu le plus d'aide internationale. Tout cet argent-là a été capté, volé par ceux qui prennent en otage leur peuple et qui n'ont rien fait pour les développer. Et regardez bien les tunnels, vous allez voir le travail extraordinaire qui a été fait. Mais tout ça aux dépens du peuple. Jonathan Arfi, vous partagez ce point de vue de Julien Drey. Oui, je partage ce point de vue, mais j'ai retenu surtout du témoignage d'une des otages qui a été libérée, d'une des otages israéliennes qui a été libérée avant-hier soir, qu'elle racontait qu'ils ont été tout de suite conduits dans ces fameux tunnels, qu'ils ont marché dans le noir des kilomètres et des kilomètres dans ces tunnels avant de se retrouver dans une grande salle, a-t-elle raconté. Autrement dit, évidemment que ces tunnels, c'est un des atouts malheureusement du Hamas aujourd'hui et qu'il compte dessus pour dérouter, entre guillemets, la stratégie israélienne. Quant à Gaza, il faut se souvenir qu'au moment des accords d'Oslo, ça commence par Gaza et Jéricho. Autrement dit, Gaza se voulait être le prototype de ce que devait être la paix et là où se construirait la société palestinienne nouvelle sur la base d'accords de paix avec Israël. C'est tragique de voir que c'est précisément par là que vient 30 ans plus tard le pire. Mais Général Trinquant, est-ce que finalement les renseignements, et notamment les renseignements israéliens, n'ont pas sous-estimé la capacité de frappe du Hamas? Les tunnels, on les connaissait, mais la capacité d'armement, des centaines de roquettes sont encore tirées depuis Gaza sur Israël aujourd'hui. Les milliers de terroristes qui ont envahi le pays, il y a eu une sous-estimation ou pas? Alors, je ne pense pas à une sous-estimation. Il faut d'abord se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, l'armée israélienne, comme les services israéliens, se sont excusés de ne pas avoir pu protéger la population israélienne. Moi, j'accuse volontiers le gouvernement de M. Netanyahou, qui aujourd'hui parle de venger. Un État n'est pas là pour venger, il est là pour protéger. Et là, il a raté. Et il a raté pourquoi? Parce que sa politique s'orientait vers la Cisjordanie. Et l'armée elle-même avait détourné beaucoup de ses moyens vers la Cisjordanie et non plus vers Gaza. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez souligné, c'est l'utilisation des moyens qui ont été donnés au Hamas par le biais, donnés à Gaza et détournés et utilisés, et une opération préparée méticuleusement par le Hamas et qui est l'opération qui s'est déroulée donc le 7 octobre est quelque chose d'incroyable. C'est d'envergure, c'est une opération d'envergure, on est d'accord. Par les airs, par la mer, par la terre, et qui a complètement bousculé le dispositif défensif israélien. Et donc, d'un côté, alors l'horreur des terroristes, on est bien d'accord, mais sur le plan opérationnel, ils ont préparé quelque chose d'incroyable. Avec des directives très claires, prenez le plus d'otages, faites du mal aux femmes, faites du mal aux enfants, terrorisez et tuez.
Oui, alors, tout à fait. Et d'ailleurs, là-dedans, on a bien vu, dans les commandos qui intervenaient, il y avait ceux qui n'avaient pas d'armes parce qu'ils s'occupaient des otages. Donc c'était vraiment quelque chose qui était préparé depuis le début. Et puis les massacres qui ont été là-dedans et qui correspondent à la mentalité du Hamas. Mais simplement, ceci est arrivé en particulier parce qu'on a permis au Hamas, pendant longtemps, d'accumuler des moyens, d'utiliser ces moyens, et qu'on ne s'est pas préparé à cela parce qu'on s'occupait d'autre chose. Alors quand vous dites on, c'est nous, les Occidentaux ou... Non, moi je parle très clairement de la politique du gouvernement israélien. Okay. Alors nous notre problème, c'est que la Palestine, on n'en parlait plus, en gros. Et puis que les accords d'Abraham amplifiaient ce mouvement. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de la Palestine. Parce que c'est réglé. Parce que c'est réglé. Or, on avait oublié que ça n'était pas réglé et qu'il y avait un mouvement terroriste qui, lui, n'attendait qu'une chose, c'est faire le plus de mal possible à Israël.